Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du Monde de Donald sur Divergence politique, un monde de Donald. Aujourd'hui, vous allez voir qui est absolument passionnant. On va parler bien entendu d'international, on va parler de national, des États-Unis, de la politique, de l'économie aux États-Unis. On va faire le tour de l'actualité de la semaine. Premièrement, écoutez, on va commencer directement avec des sondages. Vous le voyez ici, CNN. On va en afficher plusieurs. Ici, c'est The Economist. Et puis également, on va en afficher un troisième. Alors là, c'est le Washington Times, si je dis pas d'erreur. Les trois sont unanimes. Enfin, j'en ai pris trois pour exemple, mais ils sont tous globalement sur la même ligne. Vous le voyez. Alors là, on a les courbes. Là, c'est plus intéressant. Voilà, courbe descendante et deux courbes descendantes de satisfaction de Donald Trump. Pareil, ici, c'est la même chose partout. On tourne aux alentours. Alors, ça dépend des opérateurs de sondage, mais globalement, on tourne aux alentours des 36 à 38%. Là, on est à 37% de satisfaction sur CNN. Voilà, ici, c'est pareil, 36%. Etc. Donc voilà, on est sur cette satisfaction basse de la part des Américains sur la présidence de Donald Trump. Je le rappelle, on l'avait dit, c'est les statistiques les plus basses, les sondages les plus bas pour un président depuis des décennies. Donc il y a encore une fois, il n'y a pas une satisfaction forte de la population autour de Donald Trump. On verra pour son camp tout à l'heure des Républicains. Là aussi, c'est un petit peu distendu. Alors, une fois les sondages passés, eh bien, on va parler, bien sûr, c'est le titre de cette vignette, The Art of the Bad Deal. On l'a vu à Évian, Donald Trump a signé lors des accords d'Évian, lors du G7, pardon, à Évian, a signé avec l'Iran, qui avait signé de manière électronique, a signé donc l'accord, le fameux MOU, le Memorandum of Understanding, l'agrément entre les États-Unis et l'Iran pour que s'ouvrent des négociations de paix avec pour l'instant un arrêt du conflit militaire sur 14 axes. Alors ces 14 axes avaient été très vivement critiqués aux États-Unis. On avait dit de l'autre côté de l'Atlantique que les États-Unis n'avaient rien gagné dans ces 14 points, que c'était la victoire de l'Iran. Nick Fuentes ici qui dit l'Iran gagne, Israël perd, avait préalablement dit que l'Iran avait gagné et que les États-Unis avaient perdu. Donc là, il y a une unanimité, ces 14 points, dont vous pourrez retrouver d'ailleurs le détail expliqué par Fabrice Orlin, le grand expert sur les divergences politiques des questions liées à l'Iran. Retrouvez l'émission, elle était passionnante. Fabrice Orlin qui expliquait les 14 points en détail de cet accord. Et puis, les 14 points, ça fait l'unanimité aujourd'hui, qu'on soit au niveau des démocrates ou des républicains. C'est pareil. On trouve que c'est un mauvais accord pour les États-Unis d'Amérique. Bon, pas forcément pour les mêmes raisons, mais côté républicain, vous savez qu'il y a des forts lobbies du deep state, notamment sur les usines d'armement voilà, qui attendent leur contrat et qui ne voient pas effectivement cette paix avec l'Iran d'un bon oeil. Côté démocrate, pour d'autres raisons, on essaie de mettre Donald Trump en difficulté politique. Bref, il y a finalement un consensus qui est de dire que c'est pas un bon deal. The Art of the Deal, c'était bien entendu, vous le trouvez sur cette vidéo, c'était la référence avec le fameux livre prétendument écrit par Donald Trump lui-même, qui était une biographie, alors bien entendu écrite par quelqu'un d'autre, soyons honnêtes. Voilà, on a beaucoup d'articles qui sortent sur la question de ce deal et beaucoup d'analyses qui sortent. Alors, on vous en prend quelques-unes. C'est CNN qui fait un article expliquant que la question de l'Iran montre combien pour Donald Trump c'est dur de faire une paix sur les semaines et les mois qui vont venir. Bien entendu, si vous suivez des divergences politiques, vous comprenez la fragilité du document signé il y a à peine une semaine, tout simplement, à Évian, et peut-être le fait qu'il soit déjà caduc au moment où vous regardez cette émission. Cet autre article détaille notamment finalement le vrai coût pour les États-Unis de cette guerre, combien ça a coûté aux contribuables américains, plus globalement, et ce que ça impacte économiquement. Voilà, tout ça sur fond
vous le voyez, du fameux clash avec les sénateurs républicains rebelles qui avaient, il y a de ça quelques semaines, voté contre la possibilité pour Donald Trump de continuer un conflit armé si d'aventure il voulait rendre caduque cet accord définitivement et repasser par les armes, eh bien, le Sénat avait voté l'impossibilité pour Donald Trump de continuer toute action militaire. Eh bien, c'était faute de ne pas compter sur la détermination du président américain, puisque, vous le voyez ici, Donald Trump a réuni en fait notamment les 4 sénateurs républicains rebelles qui n'avaient pas voté pour soutenir leur président et qui avaient fait, par ce choix fort, qui avaient fait basculer le vote sur une interdiction de Donald Trump de continuer toute action militaire. Eh bien, Donald Trump les a convoqués. Il leur a probablement remonté les bretelles. En tout état de cause, les sénateurs sont revenus sur leur vote. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais aux États-Unis, c'est possible. On peut modifier son vote, même de manière postérieure, a posteriori. Donc, eh bien, là, ils l'ont fait. Ils ont modifié leur vote. Et donc, de fait, ça a modifié complètement l'équilibre et la balance qui était celle d'un arrêt des combats. Et ça a modifié de manière à ce que Trump n'ait plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, il peut retourner de Trump, potentiellement, il peut repartir de son propre chef en conflit armé avec l'Iran. La modification ou la loi, la proposition qui avait été adoptée n'est plus valable. Enfin, si on parle de l'international, eh bien entendu, il faut parler de ce qui a été pris très mal par les Italo-américains et Dieu sait si on a beaucoup aux États-Unis. Eh bien, c'est ce conflit qu'il y a eu, ce clash qu'il y a eu entre Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et Donald Trump, notamment lors du G7 à Évian. Vous le savez, Donald Trump a été extrêmement insultant vis-à-vis de Giorgia Meloni et des Italiens globalement, où il a dit, à une vidéo qui circulait sur tous les réseaux sociaux où on voyait Giorgia Meloni extrêmement tendue avec Donald Trump si on n'entendait pas les mots qu'elle lui a dit, on voyait bien que le dialogue n'était pas extrêmement flatteur, que Giorgia Meloni lui a cédé peut-être des vérités, en tout cas ce qu'elle considérait comme des frustrations, et Donald Trump encaissait sans rien dire. Giorgia Meloni en bonne maman italienne, voilà, véhémente. Donald Trump en avait plaisanté en disant, écoutez, non, Giorgia Meloni, de toute façon, elle m'a supplié pour prendre des photos, etc. Et je laisse tomber tout pendant les différents jours du G7. Donc, elle s'est énervée à la fin, etc. C'était pour montrer et pour prendre de l'attention. Voilà, sur elle. Giorgia Meloni n'a pas du tout goûté à ce commentaire un peu humiliant, disons-le. C'est passé une passe d'armes sur les réseaux sociaux, par des articles de presse, des interviews, etc. Et Giorgia Meloni a dit non, l'Italie et moi-même, nous ne... Alors, beg, en anglais, ça veut dire supplier. Nous ne supplions jamais. Nous n'avons pas été quémandés une photo, un selfie avec Donald Trump ou autre. Voilà, donc elle a trouvé ça extrêmement insultant. Elle l'a dit, et puis aux États-Unis, je vous le disais, il y a quand même une forte communauté italo-américaine. Voilà, donc autant vous dire, ça a été repris dans tous les médias, ça a été commenté, et ça fait le bad buzz pour Donald Trump. Allez, avant de parler économie et de revenir au national, je vous rappelle que si vous aimez cette vidéo, si vous aimez la chaîne Divergence Politique, Make Divergence Great Again, c'est marqué sur mon mug, eh bien, c'est pas compliqué. Pour ça, il suffit de faire un j'aime, c'est en haut dans le coin de cette vidéo. Vous activez, bien entendu, la cloche si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas, bien, écoutez là, il faut s'abonner. Ça va être important pour nous de partager cette vidéo avec vos amis, faire un petit commentaire pour le référencement en bas de cette vidéo. Et puis, bien entendu, pas que pour le référencement, vous le savez, la censure est extrêmement féroce actuellement sur les réseaux sociaux. Alexis Poulain en parlait, pas que sur YouTube d'ailleurs, sur X. Il y a beaucoup de shadowban qui est mis en place contre les médias de réinformation, tels qu'on peut les renommer. En tout cas,
contre les médias alternatifs, disons ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, X également est finalement un féroce partisan de la non-démocratie, en tout cas de la non-libre expression, visiblement. YouTube, vous le savez depuis des semaines et des mois maintenant, ça commence à être très compliqué pour tous nos canaux, tous nos médias. Donc c'est très important de faire un petit j'aime, de prendre le temps d'écrire un petit commentaire. Ça permet de casser le shadowban et notamment d'améliorer notre combat contre le référencement YouTube et les algorithmes YouTube qui sont mis en place pour nous invisibiliser. Donc voilà, c'est vraiment un geste important. Et bien entendu, si vous voulez nous soutenir, soit vous pouvez nous soutenir économiquement par le biais des super thanks sur YouTube, soit notamment vous voyez le petit QR code, et bien vous scannez avec votre téléphone le QR code, ça va vous envoyer sur notre site divergencepolitique.fr. Il y a un onglet pour faire un don. Vous pouvez faire un don ou bien directement par carte bleue grâce à Stripe ou bien par PayPal. Enfin, vous avez le libre choix, voilà, même 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est important, c'est ce qui nous permet de nous améliorer et puis de continuer à exister tout simplement, parce que bien entendu, nous n'avons pas de soutien d'État, vous vous en doutez bien. Allez, on passe à l'économie, on va passer tout de suite avec la révélation pour Trump. Les cours du pétrole, le prix du pétrole, pardon, ne baisse pas aux États-Unis à la pompe. C'était pas vraiment son plan avec ce deal trouvé avec Iran. Eh bien, Trump a trouvé la solution. Ce n'est pas la précarité qui peut être analysée, qui inquiète et qui fait que les prix ne baissent pas. Eh bien non, c'est une toute autre raison que Trump a invoquée. C'est de la faute donc de ces grandes compagnies pétrolières américaines qui, pour gagner plus d'argent, refusent de baisser leurs prix. Voilà, c'est la cupidité de ces grands acteurs, ce qui n'est pas impossible, hein, ceci dit, ils sont très cupides, mais rappelons-le, ce sont quand même ce fameux Deep State, c'est surtout aujourd'hui tout ce Deep State qui soutient Trump contre vents et marées, donc c'est quand même assez rigolo que Trump finalement accuse ces compagnies qui sont ses premiers soutiens. Bon, l'économie américaine est en difficulté, vous le voyez, le prix du pétrole, le prix à la pompe ne descend pas, les prix dans les supermarchés ne descendent pas, l'immobilier coûte toujours aussi cher, et puis, voilà, Marjorie Taylor Greene vous le dit, pourquoi elle a réalisé ce documentaire, pourquoi les Américains vont se soigner ailleurs qu'aux États-Unis, pour des raisons économiques, bien entendu. Elle explique dans ce reportage que pour beaucoup d'Américains, notamment sur ces fameuses classes moyennes, qui sont celles qui contribuent le plus à l'effort économique aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, ou n'importe où dans le monde, eh bien, ces classes moyennes n'arrivent même plus en fait à assurer le coût des frais, et qui est parfois, il est beaucoup plus intéressant d'aller se faire soigner à l'étranger qu'aux États-Unis directement. Elle l'a fait comme exemple, notamment en allant suivre un traitement au Mexique. Voilà, donc elle parle de ce nouveau combat qui est de ramener les prix des soins dans des capacités que les Américains pourront continuer à financer, ce qui commence à ne plus être le cas. Allez, c'est pas le cas non plus parce que tout simplement, vous le voyez par ce tweet, 400 millions de dollars des taxes payeurs, donc des impôts, si vous préférez, ont été transférés à la Maison-Blanche pour permettre de continuer les travaux de cette fameuse ballroom qu'a désiré Donald Trump. Vous le savez, cette salle de cérémonie, cette grande salle de cérémonie qui est un grand projet de Donald Trump, coûte des milliards et des milliards. Alors initialement, Donald Trump avait dit, mais non, c'est moi qui vais payer et ce sera mes amis milliardaires qui viendront avec moi payer cela. Il n'y aura pas un seul cent du porte-monnaie des Américains. Ça avait déjà été démontré par le Congrès que ce n'était pas le cas, puisqu'il y avait déjà eu une première saisie sur les impôts des Américains. Eh bien, là, on vient de rajouter 400 millions dans la balance pour le chef-d'œuvre, la salle de bal de Donald Trump, qui sera son grand chef-d'œuvre de son mandat. Cette salle de bal qui est érigée juste en face du bâtiment historique qu'est la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui se transforme un peu en parc d'attractions. Vous l'avez vu il y a quelques semaines, il y avait notamment des combats de MMA au pied du mémorial Lincoln. Les combattants descendaient même par la statue avec des gardes
des policiers, ou des militaires de la garde civile américaine qui protègent les monuments, etc. Donc en plus, il y avait une utilisation des fonds du contribuable américain, puisqu'ils sont payés, ces soldats, par le budget de la défense, pour un événement privé. Enfin, on est vraiment dans du n'importe quoi un petit peu. Et bien là, vous le voyez, c'est toujours dans Trump et sa rénovation des environs de la Maison-Blanche. Là, c'est le bassin. C'est un bassin géant qui est justement à côté du mémorial Lincoln, à côté de la Maison-Blanche. Et Donald Trump avait décidé que ce bassin, qui est gigantesque, hein, je crois qu'il fait une centaine de mètres de long, ou peut-être plus, avait décidé qu'il allait changer le fond de ce bassin pour que l'eau apparaisse non plus comme verte, mais qu'elle apparaisse bleue aux couleurs du drapeau d'Amérique. C'était le bleu du drapeau d'Amérique que Trump avait vendu. Donc, il n'a pas fait d'appel d'offres pour ce marché de rénovation. Il a tout simplement donné le contrat à l'un de ses amis, qui est propriétaire d'une société de BTP, qui est tout heureux de l'aubaine, et bien a fait les travaux. Mais visiblement, les travaux, il y avait un petit souci, puisqu'il y a des pans du bassin rénové qui se détache directement, qui a en fait une bactérie qui se serait infiltrée en plus lors des travaux, ce qui fait qu'il y a des algues qui pousseraient, qui feraient que finalement, bien entendu, l'eau n'est pas bleue, elle est devenue complètement verte, avec en plus des bouts de béton ou je ne sais pas quel est le matériel qui est au fond de ce bassin, et bien qui remonte à la surface puisqu'il se détache. Voilà, donc un merveilleux contrat de BTP. Je rappelle que Trump, The Art of the Deal, Trump vient du BTP justement. On a déjà dépassé bien entendu tous les montants qui étaient prévus initialement sur cette rénovation bien entendu, payée là encore une fois par les contribuables américains. Tout va bien les amis. Et pour finir cette émission, voilà, sur la semaine du monde de Donald Trump, eh bien c'est Tulsi Gabbard qui dit au revoir, et dans son dernier jour dans son bureau, elle décide de sortir un nouveau dossier. Elle déterre des tiroirs les dossiers secrets, et là vous le voyez, c'est le docteur Fauci qui est exposé, comme dit l'affiche. Donc c'est une vidéo qui sort et qui indique, alors qui est Stephen Fauci, si vous ne savez pas, c'est un immunologue américain qui a été d'ailleurs jusqu'en 2022 directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses. Et en fait, ce que dit Tulsi Gabbard, c'est que ce docteur Fauci a notamment contribué avec, encore une fois, l'argent du contribuable américain, à développer notamment des biobactéries et notamment des traitements, ou pas des traitements, des essais cliniques à Wuhan, en Chine. Wuhan, vous le savez, c'était là dont était sorti le Covid. Voilà. Donc, est-ce qu'on aura plus d'informations là-dessus ? Enfin, c'est un véritable scandale aux États-Unis. Et ça fait du bruit. Voilà, donc Tulsi Gabbard, il sort et vide des tiroirs en partant, et puis il fait des petits cadeaux. Côté Republicans, puisqu'on est quand même sur un canal plutôt à droite, hein, ne trompons pas nos auditeurs. Eh bien, côté Republicans, là, c'est Ted Cruz. Vous savez, Ted Cruz qui était l'une des personnalités à forte notoriété aux États-Unis des Républicains, c'est Ted Cruz qui ne fait plus secret, pour faire la traduction littérale de cet article, de ses rêves de Maison-Blanche. Et ça a le don d'énerver notamment J.D. Vance, c'est ce dont parle cet article, et d'ennuyer les alliés de Trump. Pourquoi ? Parce que J.D. Vance, il commence à se dire qu'entre Marc Rubio, dont Donald Trump n'arrête pas de parler en bien et à le mettre en avant comme potentiellement même un futur successeur, eh bien, J.D. Vance, il se dit que ça commence à faire du monde. Ted Cruz, Marc Rubio, potentiellement notamment Tucker Carlson et Thomas Massie, puisque Tucker Carlson, vous voyez ici sur Fox, c'est un article de Fox issu d'une interview qu'a fait Tucker Carlson cette semaine, où il dit « Je ne voterai plus désormais, je ne supporterai plus
désormais le Parti républicain. I'm out, c'est ce qui est noté. Je suis donc en dehors. Je quitte. Ça a été repris notamment par Candace Owens, ça a été repris notamment par Marjorie Taylor Greene qui a dit qu'elle ferait pareil, qu'elle fait pareil d'ailleurs, qu'elle allait faire pareil. Voilà, il y a plusieurs personnalités. Ça a été repris également par Joe Rogan, donc vous voyez, par des personnalités influentes. Thomas Massie, qui lui est, après sa guerre perdue au Kentucky lors des élections pour les primaires des mi-termes, ben voilà, s'est détaché aussi des républicains. Ce serait pas étonnant, je vous le dis, ce serait vraiment pas étonnant que dans les mois qui suivent, qui viennent, ou les mois qui suivent les mi-termes, on puisse voir apparaître subitement un parti politique qui se crée, qui serait un parti de droite, non affilié Republicans, dans une ambiance ou une atmosphère politique proche du courant initial des MAGA. Je vous le dis, ce ne serait pas surprenant. Alors, bien entendu, moi, j'aime beaucoup Tucker Carlson, mais je pense qu'il n'a pas le charisme pour avoir un destin national. Thomas Massie, c'est peut-être un peu short. On s'en souvient, au Kentucky, il avait finalement une défaite assez sévère. Voyons qui pourrait être derrière. En tout cas, on aura dans les semaines et mois à venir des surprises, mais en tout cas, on voit en tout cas une préparation peut-être d'alternative aux républicains de manière traditionnelle qui pourrait se mettre en place. À suivre donc. Enfin, on va finir cette émission. Alors juste avant, non, on va pas finir là-dessus. Donald Trump, là, je vous trouverai la vignette, on en parlera dans Divergence, dans le prochain épisode. Donald Trump qui est revenu sur la question de peut-être faire un mandat supplémentaire après celui-ci. Vous savez, normalement, constitutionnellement, il ne le peut pas, mais Donald Trump, il se dit, peut-être on pourrait changer la Constitution. Et il le dit sérieusement cette fois. Il le disait il y a un an par le biais de sa famille, de son fils, de son entourage. Cette fois, c'est lui qui le dit. Il dit pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Je suis un bon président, je suis très aimé, tout le monde m'aime. Bon, vous l'avez vu dans les sondages. Pourquoi pas changer la Constitution? Allez, cette fois on finit cette émission. Encore avec Tucker Carlson. Tucker Carlson qui a, notamment dans une vidéo qui a sorti je dirais pas forcément une bombe, mais quelque chose qui se disait plutôt en off, mais pas de manière officielle. Là, lui, il l'a sorti directement, de manière claire et nette. Il dit notamment, alors, faut rappeler que Charlie Kirk, dont on va parler, était très très proche de Tucker Carlson. Il était vraiment, j'aurais tendance à dire un petit peu comme un mentor et son élève. Il y avait vraiment une proximité à tous les niveaux idéologiques, culturels. C'est des hommes qui viennent du même milieu social, qui étaient vraiment très proches, qui passaient beaucoup de temps à dialoguer politique ensemble, à rigoler ensemble. Ils étaient véritablement très amis, très très proches. Et notamment, donc, Tucker Carlson dit à propos de Charlie Kirk, puisqu'il parle de l'assassinat de Charlie Kirk, il dit que son opinion à lui, donc l'opinion de Tucker Carlson, c'est qu'il n'a bien entendu pas été assassiné pour les questions qui sont liées au transgenderisme. C'est un sujet qui animait, qui était débattu aux États-Unis et qui animait un petit peu les passions sur lesquelles Charlie Kirk s'était positionné. Il dit que pour lui, sa conviction, c'est qu'il a été assassiné parce qu'il avait des vues très particulières et un détachement qui s'était opéré vis-à-vis d'Israël et des lobbies pro-israéliens aux États-Unis, etc. Et de la politique, dans un sens général, de la politique israélienne, notamment à Gaza. La question de l'Iran n'était pas encore comme elle l'est aujourd'hui. Voilà, donc lui, Tucker Carlson dit son opinion, sa conviction personnelle, c'est que le défunt, le regretté, je devrais dire, Charlie Kirk a été assassiné en lien avec ses positions sur Israël. Voilà, si vous avez aimé ce bulletin en 25 minutes qui vous résume la semaine politique aux États-Unis, eh bien écoutez, n'oubliez pas de faire un j'aime, de vous abonner à la chaîne Divergence Politique, d'activer la cloche pour avoir les notifications sur tous nos événements, de nous suivre, notamment dimanche avec Xavier Moreau, avec Fabrice Solin dans Divergence. On sera à l'épisode 83
3, sauf erreur de ma part. On parlera bien entendu de Russie et d'Ukraine. On parlera probablement du faux accord de paix en Iran, de l'hostilité d'Israël sur le sud du Liban. Puis on parlera bien entendu des États-Unis d'Amérique et peut-être même de politique française. Voilà, suivez-nous un petit peu sur Divergence Politique. Et je vous dis, moi, à la semaine prochaine. À bientôt. Et merci de nous avoir suivis.